Right. Right, on se met là. Parfait. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui sont dans le call. Très content de vous avoir aujourd'hui pour OSS Démodé en septembre. Je ne vais pas être très très long. Pour ceux qui nous connaissent déjà, je pense que cette page est la page qu'on a mis depuis le début de OSS. Cette page, elle dit quelque chose de très simple. Elle dit qu'on arrive à la fin d'un modèle. Ce modèle, c'est quoi? C'est un modèle productiviste tourné vers l'utilisation intensive de ressources et des gens. C'est un modèle productiviste aussi qui est tourné vers l'extinction de ressources naturelles. C'est un modèle productiviste qui est tourné sur beaucoup de monde physique et très peu de monde digital. C'est aussi un monde qui surconcentre dans les villes et qui déconcentre dans les périphéries. Vous avez ici la photo de Thibaut Guilly qui a écrit et qui a popularisé le concept de territoire périphérique. Territoire périphérique, c'est là où il y a les usines. On va s'en parler. Aujourd'hui, si vous regardez les cartes du vote populiste, vous avez le vote extrême à droite cette saison. Vous avez le vote Brexit au milieu, vous avez le vote Trump à gauche. Si vous regardez la carte des votes extrêmes, c'est la carte de là où avant il y avait des usines, là où avant il y avait de la production physique, ce qui n'est pas forcément la bonne chose. Du coup, nous, on est spécialisé dans les opérations. Alors, on nous a souvent demandé, mais en fait, c'est quoi les opérations? Comment vous les définissez? Les opérations, pour que vous ayez des chiffres en tête, les opérations au sens large, c'est-à-dire y compris la construction, y compris tout ce qui bouge du physique, c'est un quart du PIB mondial. Juste en France, c'est 5 millions de gens qui travaillent. Si vous vous demandez qui c'est simple, c'est les gens qui ont le bac, c'est les gens qui sont à Châtellerault, c'est les gens qui ont généralement à qui on ne donne pas d'ordinateur portable quand ils font leur premier jour. Et c'est 40% des gens qui travaillent dans le monde. C'est 4,9% de budget IT, donc c'est un des plus faibles budgets IT de l'ensemble des budgets IT possibles. C'est un marché qui croît entre 18 et 20% tous les ans. Et c'est un marché qui, jusqu'à maintenant, a été calcifié en termes de digital par l'ERP, donc SaaS, SAP et les autres. Et d'ici 10 ans, ce marché va complètement exploser, c'est-à-dire que l'ERP va totalement diminuer et la part des softwares de service va extrêmement augmenter. Ce monde aussi, c'est un monde qui ne rencontre pas le monde des startups. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 0,7% des startups servent 25% du PIB mondial. C'est des mondes qui ont du mal à se parler. Pourquoi c'est des mondes qui ont du mal à se parler? Parce que ceux qui parlent le jargon des usines ne sont pas ceux qui parlent le jargon de la technologie. C'est aussi un monde qui, dans les usines, est habitué à gérer des fournisseurs. Et quand on gère des fournisseurs qui nous livrent des machines, on fait des cycles d'itération de 12 à 18 mois. Les choses sont très claires quand on commence, elles sont très claires quand on finit. On est entre ingénieurs et tout va bien. C'est un monde qui n'a pas l'habitude de bosser avec des designers. C'est un monde qui n'a pas l'habitude du manque de certitude. C'est un monde qui n'a pas l'habitude de co-créer rapidement et qui est en train de se faire gentiment à ce monde de volatilité extrême. Et donc, qui ne se mixe pas avec la technologie. Quand on a vu ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé OSS Venture. Donc, OSS Venture, c'est un fonds d'investissement sur le modèle Venture Builder. Il y a trois ingrédients. Premier ingrédient, les Preferred Partners. Les Preferred Partners, c'est ce réseau d'usines de gens opérationnels qui font des choses et qui sont d'accord pour co-construire avec nous. Le studio sur lui-même. Et enfin, les fondateurs. Et donc, les fondateurs, c'est ceux qui font marcher le système puis qui amènent leur énergie, leur savoir-faire technologique pour créer des ventures. Notre network, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dedans et qui y a dans ce network? Aujourd'hui, c'est 680 usines qui nous connaissent, 280 usines dans lesquelles il y a au moins une solution d'OSS, 80 usines dans lesquelles on va tout le temps pour co-construire. On a 16 000 utilisateurs, on est dans 7 industries, 40% hors de France, et la communauté OSS croît de 15%. Plutôt que de faire des longs discours, on va vous présenter le portfolio. Le portfolio va vous présenter où est-ce qu'ils en sont. On a la chance d'avoir 9 paires d'entrepreneurs incroyables avec qui on bosse. Et du coup, sans transition, l'ordre de présentation sera ici en premier, Fabric, Wild, Automi, Niagara, Oplit, Craft, Emera, Mercatim et Juret, dans cet ordre. Merci à tous. Et on commence. Je t'ai entendu parler, Benjamin, ça veut dire que tu es déjà bon. Exactement, je suis bon et puis surtout très content de commencer cette soirée avec vous. Pour les Demo Days, très content aussi de vous retrouver. Donc, ça fait maintenant 1 an qu'on a vraiment lancé Maichi. Et on a dernièrement eu des jalons assez intéressants qu'on est très heureux de trouver, des jalons à la fois sur l'équipe,
On a doublé l'équipe durant les 3 derniers mois. Donc, pour nous, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et puis, on voit qu'on a une vélocité, une délivrance qui maintenant est incroyable. On a notamment été certifié ISO 27001, ce qui pour nous était quelque chose de vraiment très incroyable, parce qu'on avait besoin de ça aussi pour prouver à nos clients que la sécurité, on parle notamment du produit, bien entendu, qui est vraiment tourné sur la data santé, est au cœur de nos préoccupations. Et donc, une tierce partie a pu le prouver. Et puis, on a aussi quelques beaux closings de clients. Donc, MyFi, on va commencer à la base. Qu'est-ce que c'est MyFi? En fait, c'est la convergence aujourd'hui de 3 tendances. La première, donc là, vous l'avez reconnu avec la pandémie, c'est en fait les entreprises qui ont vraiment pris conscience que leurs employés et tous leurs collaborateurs étaient vraiment en fait une des forces principales d'une entreprise, et surtout en fait que la gestion de la santé de leurs collaborateurs et de leur bien-être était important, si ce n'est clé. Le deuxième point, alors je peux rester sur la slide précédente, pardon. Le deuxième point, c'est vraiment sur en fait les collaborateurs eux-mêmes. Il y a une poussée qui est très très forte, où maintenant les collaborateurs vont demander à leurs employeurs de prendre soin d'eux de manière assez brute de décoffrage. Et le dernier point, enfin, c'est les assurances et les coûts d'assurance qui augmentent d'environ 3 fois l'inflation. Le dernier chiffre consolidé, c'était 2019, où à l'échelle mondiale, l'inflation était de 2,5 points et l'augmentation du coût des assurances était de 7,5%. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Ici, en fait, une solution tech qui permet aux entreprises de gérer la santé de leurs employés, et ce partout dans le monde. Donc là, si on peut aller à la slide suivante, on va voir vraiment au travers d'exemples ce qu'on fait. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on permet en fait de rendre la gestion de la santé, qui est un sujet très sensible, très simple, de manière totalement sécurisée et en protégeant la donnée. Donc, sécurisée et en protégeant, donc pour preuve, donc on est conforme à la RGPD et à la certification ISO. Et à chaque fois, en fait, on va travailler avec 2 personnages. Un personnage qui sont les soignants, qui peut être les médecins du travail, qui peut être aussi les infirmiers qu'on a dans une usine, ou alors même les médecins qu'on aura sur un site comme une mine ou un champ pétrolier, mais aussi tous les managers qui sont souvent à des milliers de kilomètres et qui ont besoin d'avoir accès à une donnée totalement anonyme pour comprendre ce qui se passe partout dans le monde. Alors, ici, concrètement, qu'est-ce que c'est? Ce sont pour quelques exemples en page suivante, avec quelques projets du portfolio. C'est un projet confidentiel pour TF1, c'est gérer justement un site médical sur une île très isolée pour gérer justement 250 personnes. Donc, la solution, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet aux soignants de gérer ces 250 personnes pendant les 6 mois de tournage et d'avoir du coup à la fois l'assurance, mais aussi TF1 qui sont à des milliers de kilomètres, de comprendre en temps réel est-ce qu'on a eu des accidents, est-ce qu'il y a des problèmes, comprendre tout ce qui se passe en temps réel et en cas de pépin, de pouvoir évacuer des personnes de manière totalement sécurisée et efficace. FedEx, par exemple, on gère pour eux une campagne de test Covid. Donc, grâce à la solution, les pilotes qui arrivent à l'aéroport Charles de Gaulle prennent rendez-vous, se font tester. Tout est traqué et donc le capitaine Steve Van Dyke, qui est en charge de l'opération depuis le Kansas, a en temps réel un dashboard qui permet de comprendre que tous ces pilotes sont bien passés de manière totalement anonyme et que justement son projet suit les rails. Chevron, ça permet notamment d'avoir en Angola toutes les personnes qui vont sur une plateforme offshore ou onshore qui sont en télémonitoring pour s'assurer qu'il n'y a aucun cas de Covid justement qui va sur les plateformes et éviter les clusters. Si on prend encore un peu de recul, et on va sur la slide suivante, on a aussi d'autres clients qui, eux, sont vraiment avec une vision par contre beaucoup plus large, avec qui le boulot est très simple. Donc là, c'est les personnes qui sont en négociation, même si Total et notamment l'Union européenne, on a déjà commencé à bosser avec eux. C'est assez simple. Total, leur demande, c'est pouvoir assurer et suivre les bilans de santé de plus de 100 000 employés qui sont répartis sur 80 pays partout dans le monde. L'Union européenne, c'est gérer leurs 2000 diplomates et leurs familles qui sont répartis sur 140 délégations, comprendre leur état de santé, les assister, faire de la télémédecine, les accompagner au fur et à mesure de leur évolution et puis de leur changement de délégation. Et notamment, le dernier prospect qui on discute, General Electric sur sa branche énergie renouvelable, c'est du coup pareil, vraiment un management médical end-to-end avec un accès aux managers pour qu'ils comprennent quel est déjà l'état de compliance. Parce que là, donc, on va partir sur les sites où pour des raisons aussi légales et d'assurance, il faut qu'ils soient sûrs que tous les check-ups médicaux aient été faits, que toutes les personnes qui sont envoyées soient aptes. Ça paraît simple, mais aujourd'hui, en fait, quand on discute avec eux, ils ne sont même pas encore capables de nous indiquer combien de personnes sont sur chacun des sites partout dans le monde. Donc, c'est vraiment des solutions qui sont très importantes. Et donc, on est content aussi de voir que c'est vraiment aussi une traction avec des sites qui sont potentiellement incroyables. Une autre, si on continue sur la slide suivante, donc un de nos succès, c'est cette équipe aussi qu'on a pu
qu'on a pu construire. Donc, comme je vous disais, il y a des personnes comme Sylvain, comme Sadek, comme Quentin Guerrier, comme Maxime Figaras, Guillaume Rivron, qui nous ont rejoints durant ces trois derniers mois. Et avec la tendance à la fois commerciale et puis dans la levée de fonds, on a aussi donc la capacité pour continuer à croître. Donc, on est très content d'avoir à la fois des équipes aussi qualitatives qui font partie de MyC maintenant et qui font la clé du succès. Et très content aussi en plus pour être là. Et il faut le souligner quand même d'avoir OSS qui nous a énormément aidé pour le lancement, mais qui continue aussi à nous aider de manière plus ponctuelle, mais de manière aussi plus chirurgicale. Ce qu'on apprécie beaucoup chez MyC sur des problématiques diverses et variées que je ne vais pas citer par peur d'en oublier. Donc, merci. Et par rapport donc, à toutes les personnes qui sont autour, si vous avez des questions sur la dernière slide, donc, il y a aussi mon contact. Et donc, c'est avec grand plaisir qu'on pourra discuter avec vous de vos problématiques dans l'entreprise ou aussi de problématiques diverses, si vous en avez d'autres à analyser. Je vous remercie et donc je ferai la parole à Fabrique. On va prendre pour Fabrique parce que leur créneau, c'est dans 15 minutes. On est sauté directement. Est-ce que vous avez des questions pour moi ici? Ouais. Ensuite, on va passer pour Niagara. Il y a Pierre pour Niagara qui veut nous présenter. Je suis juste en dessous, sinon je parle exactement. Non, vous m'avez supprimé. Regarde. Ah, c'était là. Ah, c'est là. Plus haut. Plus haut. Je passe là. Ok. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler de données industrielles et de comment on les transforme, comment on se connecte et comment on fait parler les systèmes entre eux. Alors aujourd'hui, vous le savez, et si vous ne le savez pas, vous vivez dans une grotte. La gestion des données dans une usine, c'est le chaos. Comme vous pouvez le voir, hein, on a 50% du temps des utilisateurs en usine, qu'ils soient col bleu, col blanc, qui est passé à faire des tâches sans valeur ajoutée. On peut voir aussi que moins de 60% des données qui remontent et qui sont créées sont disponibles à l'analyse. Et enfin, plus de 70%, là c'est McKinsey qui le dit, plus de 70% en usine du temps passé sur l'analyse de données, en fait c'est du temps qui est passé à se quereller. Et quand on sait que moins de 4% des utilisateurs col bleu en usine maîtrisent et comprennent la donnée, on se rend compte qu'en effet, il y a un vrai problème. Tu peux me faire super. Voilà, et donc du coup, que ce soit Forrester, McKinsey ou Boston, on se rend compte que ça représente pour les usines une perte de 25 à 30% d'EBITDA. C'est assez énorme. Et pour illustrer un petit peu ça, je vous ai mis quelques exemples. Vous avez Moderna qui, grâce à la donnée, sort un vaccin pendant que Sanofi est parti chercher les fraises. Vous avez Tesla qui monte ses propres fermes de serveurs pour nourrir et créer ses propres algorithmes d'intelligence artificielle, alors que PSA ou bien d'ailleurs Renault, qu'on peut citer, Renault va sortir dans quelques mois la nouvelle Mégane E-Tech, et cette Mégane-là, elle est tout Google. Voilà, super. Et donc nous, notre mission, la mission qu'on s'est donnée avec mon cofondateur Mustapha, c'est de pouvoir rendre les données disponibles, qu'elles soient accessibles à des personnes qui ne sont pas tech et qu'elles soient disponibles en temps quasi réel ou en temps réel si les systèmes nous le permettent. Comment ça se présente? En fait, on vient imposer une app low-code dans les usines. On permet, via des connecteurs, d'aller connecter vos différents systèmes basse-couche, donc ERP, MES, plus tard machine, IoT, mais on vient aussi avec des applications, avec des intégrations natives se connecter aux applications métiers. Aujourd'hui, vous avez 3-4 applications métiers dans votre usine, mais dans 5 ans, dans 10 ans, vous en aurez plus de 40. Et à ce moment-là, ce sera insoutenable. Donc, il faut commencer à y penser et à préparer
cette suite. Ensuite, on vient vous permettre, via notre plateforme, de pouvoir créer des mini-applications et des workflows et vous permettre de monitorer votre usine, pouvoir créer des automatisations via des règles métiers simples et être alerté, déclencher des actions interlogicielles. Par exemple, si mon taux de rebut sur l'opération laminage est supérieur à 12%, alors envoie un message dans Teams, alors envoie un texto au chef de prod, alors déclenche un ticket dans la GMAO. Les applications métiers sont bien entendu infinies. Et enfin, la possibilité de collaborer, parce que bien sûr, toutes les applications que vous allez voir aujourd'hui, elles sont collaboratives nativement, c'est normal, c'est le sens de l'histoire. Ça va vous permettre d'ajouter une couche sémantique de données pour vos utilisateurs métiers. Le champ barbare UXZ340B, je sais ce que c'est, finalement, c'est un champ qui contient les entêtes, j'ai les informations, une description, je comprends où est créée ma donnée, où elle est transformée et où elle est consommée. Ce qui me permet derrière, en plus, de faire passer des algorithmes de machine learning pour analyser la qualité de la donnée et pouvoir scorer cette qualité. Du coup, quels sont les impacts? Alors, aujourd'hui, nous, on a commencé à builder en janvier de cette année. Donc, on est encore sur le travail de compréhension de quels vont être les impacts qu'on va pouvoir, les gains qu'on va pouvoir dégager. Mais aujourd'hui, on le sait, on a une forte réduction du time to market puisque la DSI n'est plus goulottée. On a une réduction du time to action puisque j'enchaîne des actions et je ne regarde plus mon dashboard pour attendre de prendre une action. Je l'ai déjà déclenché avant même que j'ai eu le temps de regarder ce qui se passe. Là, je vous ai mis un petit exemple dans une usine, la mise au banc de 50 Excel, 10 cathédrales avec beaucoup de macros et donc le maintien d'une structure plus saine. Et enfin, la mise à disposition des données, puisqu'on permet bien entendu de remonter les données qui n'étaient pas avant disponibles à cette analyse. Enfin, on permet de libérer aujourd'hui, on estime environ 10% du temps des managers. Et l'application étant collaborative, elle permet à des personnes qui sont de différentes fonctions de s'abonner à différentes applications créées par les autres fonctions et donc de casser les silos, de faire se parler des fonctions qui avant se parlaient peu ou se parlaient moins en tout cas. Et enfin, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça vous permet de vous préparer petit à petit au 4.0 parce que nous, notre thèse, au-delà du fait que vous allez avoir une tripotée de systèmes et que vous allez être perdu et que vous allez avoir besoin d'un système comme ça, c'est que votre blue collar ou même votre vocal blanc, il va falloir qu'ils maîtrisent la donnée. Ils vont avoir des machines de plus en plus complexes, ils vont devoir acquérir un niveau technique qui est pas si simple, pas si évident que ça. Et grâce à Niagara, ils vont pouvoir commencer tout doucement à s'acculturer à la donnée. Ils vont pouvoir commencer à la nettoyer, à la transformer. Et à partir du moment où vous aurez ces données clean et ces utilisateurs commenceront à être sachants, vous allez pouvoir derrière appliquer des algorithmes de machine learning, etc. Parce que on parle de l'industrie 4.0 aujourd'hui, on a des machines 5 axes, super, on veut mettre des algorithmes dessus, on veut connecter différentes machines, on ne peut pas. Pourquoi? Ou alors ça prend un temps fou. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas cleané ces données, on n'a pas de schéma de données standard. Et Niagara a cette ambition-là, aujourd'hui, l'ambition de devenir l'outil quotidien, l'outil data quotidien des utilisateurs métiers. On veut vraiment remettre dans la main de ces utilisateurs des choses simples et qu'ils puissent manipuler leur set de data. On veut, du coup, pour être la marketplace des applications métiers, parce que via Niagara, la promesse dans 3 à 5 ans, c'est de pouvoir se dire, je vais essayer une application, tac, j'ouvre mon usine, je connecte, mes utilisateurs peuvent essayer, et comme ça, on itère beaucoup plus rapidement, on casse ces cycles de 12 à 18 mois dont parlait Renan tout à l'heure. On vient tester pendant 2 semaines un logiciel, ça ne nous plaît pas, on en essaye un autre. Et enfin, ce qu'on a très envie de craquer, c'est justement ce qu'on appelle le data cube de l'usine. C'est la possibilité de pouvoir ouvrir, en fait, une fois qu'on a un schéma d'un standard en tant que mid-layer, entre l'ERP, le MES et les couches un peu plus hautes, pouvoir ouvrir son usine. Alors, on dit as an API, mais en gros, pouvoir ouvrir son usine avec un espèce de gros connecteur qui permettra à des développeurs, quels qu'ils soient, de venir un petit peu comme un App Store,
venir tester, construire des briques, construire de nouvelles briques pour les utilisateurs dans les usines. Voilà, donc pour réaliser ça, je vais passer très vite là-dessus, parce que vous connaissez toutes les personnes chez OSS. Au-dessus, on a une équipe de tech et product qui dépote avec Mustapha, mon cofondateur, qui a plus de 15 ans d'expérience aujourd'hui en plus, et qui a travaillé chez Google. Moi-même, qui ai déjà eu l'occasion de monter une marketplace et de la revendre. Dylan, qui est notre full-stack développeur. Omar, qui va nous rejoindre et qui a fait X et qui a travaillé sur la data industrielle et qui est aussi un second time founder d'ailleurs. Et puis, on recrute des profils, différents profils en sales, en produit et beaucoup en dev, donc si jamais. Donc voilà, rapidement, la roadmap short terme. Donc, sur Q4, l'objectif, c'est d'être dans 8-10 usines et que le soft tourne vraiment très bien. On va vraiment travailler l'expérience utilisateur côté produit et je viens de vous en parler, on va avoir quelques recrutements. Sur S1 de 2022, on prévoit une accélération et un développement de tous les connecteurs pour pouvoir permettre vraiment de réaliser la promesse de je me connecte très rapidement, je délivre de la valeur hyper rapidement. Voilà. Donc, comment vous aider? Si vous êtes intéressé par une démonstration, parlons-en. On met en place des pilotes hyper rapides. Donc, tester et prouver la valeur. Si vous souhaitez échanger avec nous et avec des experts data, les experts data qu'on a chez nous, on le fait avec plaisir parce que déjà, ça permet de rendre un petit peu aussi ce qu'on sait. Et si vous êtes un petit peu perdu sur votre roadmap ou certains cas d'usage, comment à s'attaquer un petit peu à cet imbroglio de système qui ne communique pas, n'hésitez pas, on est là, on vous aide et on vous permettra d'avancer. Et enfin, si vous souhaitez faire partie de averti lorsqu'on commencera notre roadshow pour la levée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je serai ravi de vous communiquer les différents steps. Voilà. Dans le timing, je vous remercie pour votre écoute. Et du coup, si vous avez quelques questions, je suis disponible. Très bien. Du coup, je vais rendre la parole à Sean. Merci, Pierrick. Merci à vous. Du coup, sans transition, je vais vous présenter la roadmap de Fabric. Je pense qu'on est déjà connecté. Du coup, tu regardes un truc, moi aussi, il faut que je regarde un truc. Tu regardes quoi, toi? Je regarde un démodé de OSS qui est un. Moi aussi, il faut que je regarde. Celui-là? Oui, OSS, quoi? OSS Studio. Vas-y, je vais regarder. C'est vrai, Quentin. Regardez pas, j'ai. Tu sais s'ils enverront après ce qu'on a arrêté. Bonjour à tous. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Parfait. Donc, je me présente, je suis Octave Laperoni. Je suis là, alors j'ai un petit quart d'heure, c'est ça, hein, pour vous parler. Je vais prendre 5-10 minutes pour vous présenter Fabric et puis je laisserai un peu de temps s'il y a des questions après. Donc, je suis Octave Laperoni, je suis le cofondateur de Fabric. Fabric, on est la troisième startup à être sortie d'OSS. On a commencé début 2019 et Fabric a été créé en juin 2019, donc on a un peu plus de 2 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous allez passer le slide pour moi, hein, il me semble, si vous voulez bien. Ok. Je veux bien que tu passes la slide, alors, s'il te plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est notre mission? C'est vraiment de booster l'efficacité et l'autonomie des équipes opérationnelles en milieu industriel. Et tu peux passer la slide. Aujourd'hui, on a une présence déjà très large. On est en plus de 12 pays, avec plus de 100 sites déployés et près de 6000 utilisateurs quotidiens, avec des belles références clients, comme vous pouvez le voir à droite. Vas-y, tu peux passer. Et d'où part ce constat, d'où part la création de Fabric, c'est 3 constats en fait. C'était la première chose qu'on a remarqué avec François quand on est allé à la rencontre d'industriels et allé visiter des sites industriels début 2019, c'est
un sous-investissement total dans la technologie humaine versus la technologie machine. C'est-à-dire qu'on avait surinvesti dans l'automatisation et dans la productivité des machines. Et alors qu'en fait, on travaillait encore avec des outils, comme vous pouvez le voir au milieu, des outils de productivité qui datent du siècle dernier et qui finalement annulaient en quelque sorte pas mal des avancées ou des optimisations qui venaient de l'investissement dans la technologie machine. En marge de ça, il y a une quantité de données avec les capteurs, l'IoT, les MES qui se déploient progressivement en usine, une quantité de données qui augmente sans cesse dans l'atelier et qui est du coup très peu exploité finalement parce qu'il n'y a pas les outils pour mettre cette donnée en action et la rendre actionnable. Tu peux passer la slide. Le problème à la base, c'est tout simplement de la perte de productivité. Et c'est ça qu'on essaye de résoudre. Les outils qu'on remplace, que vous voyez à l'écran, qui sont des tableaux blancs, des post-it, vraiment sans blague parfois, des gens qui vont dessiner des indicateurs de performance sur des feuilles plastifiées aux quatre coins d'un atelier. C'est un temps considérable passé à administrer ce process, qui est le process quotidien en usine, qui est le pilotage de performance. C'est de l'information qui passe un peu entre les mailles du filet, donc des problèmes qui ne sont pas résolus, qui sont résolus trop lentement. C'est des équipes qui sont peu autonomes et qui sont peu impliquées. C'est des outils qui aujourd'hui, le papier, le tableau blanc, pour un jeune ingénieur qui sort d'école, c'est pas très attirant. C'est d'ailleurs un problème de recrutement aussi pour les industriels de ne pas avoir des outils modernes. C'est de la donnée qui disparaît parce que quand un problème est résolu et on l'efface du tableau en général, et il n'est pas du tout historisé, ou s'il est historisé, il est historisé de manière qui est pas du tout exploitable dans des dossiers qui prennent la poussière dans les archives de l'entreprise. Et on n'a pas de feedback en fait, on ne sait pas l'impact de ce qu'on fait. Ce feedback loop qui est tellement vertueux parce qu'on sait l'impact de son action et on peut la reproduire, on peut corriger le tir au fil de l'eau pour optimiser l'impact de ses actions. On ne l'a pas. Et c'est pour ça qu'on a construit Fabric. Tu peux passer. Ce qu'on a construit, c'est en fait une série d'outils qui permet de couvrir beaucoup des cas d'usage, si ce n'est tous, au quotidien dans le pilotage de la performance dans l'atelier, qui va consister en plusieurs choses. La première chose, c'est s'auditer, c'est faire son tour de terrain, son Gemba, son audit 5S, et d'aller vérifier que la manière dont on fait les choses est conforme à ces standards. C'est ensuite de mettre ce qu'on a observé dans ces tours de terrain, ces audits, les non-conformités ou autres problèmes qui ont été constatés, les mettre dans des plans d'action et rendre ces constatations actionnables pour les corriger. Ça va être du management visuel et du suivi d'indicateurs de performance. On pourra afficher de manière claire et nette où est-ce que la performance est bonne et où est-ce que la performance est moins bonne et où est-ce qu'il faut focaliser ses efforts dans la journée ou le poste qui vient pour redresser le tir sur la performance. C'est un outil qui permet d'animer des réunions, c'est-à-dire qu'on va vraiment remplacer le tableau blanc qui était autour duquel on se réunit en début de poste pour ce qu'on appelle des animations à intervalles courts, donc les AIC, qui ont vocation à être très rapides, très efficaces et aller à l'essentiel. Ce qu'on remplace, c'est tout bonnement ces tableaux blancs avec un grand écran, comme vous pouvez le voir sur la photo en haut à droite, et qui sert de support de réunion. Un support de réunion dynamique par rapport à un support de réunion statique, qui évidemment ouvre beaucoup de possibilités qu'on n'avait pas avec un tableau blanc. C'est de pouvoir aller plus loin dans sa résolution de problèmes. On a ce qu'on appelle des méthodes de résolution de problèmes avancées dans l'industrie, qui vont au-delà de la simple solution palliative et qui vont aller à la recherche des causes racines pour vraiment pérenniser la solution et la capitaliser pour en faire un nouveau standard. C'est vraiment la définition de l'amélioration continue et du Kaizen en japonais. Et donc, ce qu'on construit, c'est vraiment un outil qui permet de constater, agir, mesurer et capitaliser. Et vraiment construire cette boucle de l'amélioration continue. Il y a une dernière fonctionnalité sur laquelle on travaille, pas la dernière, mais en tout cas la prochaine en date, qui va être un outil de gestion de connaissances ou gestion documentaire. On va justement pouvoir héberger ces standards, tout le savoir qu'on a accumulé au fur et à mesure de ce cycle d'amélioration. On va constater des problèmes et les résoudre. Tu peux passer. Ce qui est très important, c'est qu'on a aussi construit un outil qui vise à vraiment
j'ai envie de dire, recréer la communication ou la collaboration aux différents niveaux d'une usine et pas que dans l'atelier, c'est-à-dire de permettre aux équipes terrain à la première ligne de pouvoir collaborer efficacement avec leurs superviseurs et avec les superviseurs de leurs superviseurs. Donc, un exemple tout bête, c'est en ayant reconstruit dans Fabric ce qu'on appelle les cascades de performance. Donc, c'est des réunions qui s'alimentent sous forme de pyramide. Donc, les réunions de terrain qui vont alimenter les réunions de superviseurs, qui eux-mêmes alimentent des réunions de managers d'unités et de directeurs de sites, et ainsi de suite. C'est de créer cette colonne vertébrale qui permet de faire monter et descendre de l'information en un clin d'œil, enfin vraiment instantanément, là où dans le passé, on était tributaire de papier qui se déplaçait physiquement d'une réunion à l'autre, donc un problème qui était noté sur un papier qui est dans l'atelier, qui était amené dans le bureau pour la réunion du AP. Donc nous, ce qu'on propose, c'est évidemment de pouvoir rendre instantané ce partage et cette collaboration, et par ailleurs ouvrir plein de nouvelles directions de partage d'informations qui peuvent être horizontales entre différentes équipes du même niveau, ou diagonales avec des équipes de fonctions support comme de la maintenance ou de la logistique, et qui ont vocation à collaborer avec les équipes de production dans l'atelier. Je peux passer la slide. C'est ce que je vous parlais, hein, la démarche d'excellence opérationnelle, c'est de collecter de la terrain, c'est de réagir dessus et de pouvoir agir, c'est de pouvoir résoudre des problèmes, aller à la cause racine et de pérenniser ces actions et enfin de pouvoir mesurer l'impact de ce qu'on apporte. C'est l'importance de cette slide, c'est ce quatrième volet, c'est par les outils d'analyse qu'on a dans l'application qui mesurent en fait l'efficacité du process, par exemple des délais de résolution de tickets ou des charges de travail ou des stocks et volumes de tickets et leur évolution. On peut vraiment mesurer la santé du process lean dans une usine et avoir une notion non seulement très fiable de l'impact qu'a l'outil et qu'ont certaines actions sur le process, mais qui sont aussi des indicateurs en général avant-coureurs, d'indicateurs de résultats qui sont indicateurs où, en quelque sorte, une fois qu'il a été affecté, c'est trop tard, ça vous a coûté de l'argent. Là, c'est des signaux avant-coureurs qui laissent encore le temps, en général, de corriger le tir avant que la perte soit réalisée. Alors on a une solution on met vraiment l'accent sur l'usage, sur l'UX, sur la facilité. On a une population d'utilisateurs qui est très large en termes de compétences numériques, en termes d'appétence au numérique et aussi en âge. Hein. On a des utilisateurs très jeunes comme des utilisateurs qui ont connu une bonne partie de leur carrière sans outils numériques. Et donc, on a cette première mission vraiment de conquérir le terrain et de créer un produit qui est aimé et donc utilisé de manière, pour pas dire religieuse, mais de manière très assidue et que ce soit pas une corvée d'utiliser Fabric, que ce soit plutôt quelque chose dont on se réjouit. Il y a encore des milliers d'améliorations qu'on peut faire à l'application, mais je pense que jusqu'à maintenant, on remplit bien cette mission. J'avais encore aujourd'hui un feedback d'un client, c'est un site de Danone, qui nous faisait ce retour en fait, la prise en main de l'outil et le maintien de l'usage se faisait complètement indépendamment du niveau de compétences numériques de l'utilisateur. Et qu'ils avaient, et ça on l'entend tout le temps, des très bonnes surprises sur la prise en main de gens qui étaient a priori considérés comme des réfractaires à la technologie en atelier et qui au contraire, parce que probablement c'est la première fois qu'on leur a proposé un outil dans lequel il y a eu autant d'efforts d'investis sur la facilité d'usage, sur l'ergonomie, sur l'expérience utilisateur, qui enfin s'y retrouvent et enfin ont un outil qui sont prêts à utiliser au quotidien. Bon, je ne vous passerai pas les témoignages, mais vous pouvez imaginer qu'ils disent des choses gentilles sur nous et que tout se passe bien et qu'ils sont très heureux d'utiliser Fabric. Tu peux passer la slide. Un gros enjeu pour nous qui est à la fois stratégique et qui est sans être un must-have pour commencer à utiliser Fabric, c'est de s'intégrer dans un écosystème. Ce qui est pratique pour nous, c'est que pour la majorité des cas d'usage, notamment les audits et les tickets, c'est des fonctionnalités qui sont stand-alone, c'est-à-dire qu'on peut commencer du jour au lendemain sans la moindre intégration ou sans avoir à importer de la donnée
nulle part, parce que en fait, c'est de la donnée qui était aujourd'hui sur du papier, sur du tableau blanc, peut-être dans des Excel, qui a juste besoin d'être retranscrite dans Fabric une fois, et la machine se lance. Mais évidemment, il y a un écosystème. Nous, ça nous permet d'augmenter nos barrières à l'entrée et de capitaliser aussi, d'augmenter la valeur qu'on fournit, c'est d'être parfaitement interopérable avec l'écosystème d'applications qu'on peut retrouver chez un client industriel. Ça passe par des applications très standards comme Teams ou pour des questions d'authentification avec notre intégration SSO ou Power BI, mais ça peut aller, et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui une API exhaustive documentée avec un système de webhooks qui permet de construire virtuellement des intégrations avec n'importe quel outil. Une des difficultés qu'on rencontre, c'est que finalement, sur des outils métiers sur lesquels on peut être amené à être interopérable, c'est la diversité des outils. Il n'y a pas un outil commun qu'on retrouve chez tous nos clients. Donc, on choisit les intégrations qu'on fait de manière très stratégique, et quand elles ont une couverture très large, par exemple Zapier ou Teams, qui sont les deux intégrations existantes à date. Voilà. Alors, on passe là, je pense qu'on va pas le temps de faire une démo. Dernier mot sur le fait qu'on s'adresse à des personnalités aux besoins desquels on doit répondre de manière très différente et à tous les niveaux de l'entreprise. C'est un peu ce qui est beau aussi avec Fabric, c'est qu'on a ce souci d'avoir une couverture très large et de réunir sous un même outil et dans un outil de collaboration beaucoup de personnes qui autrement se retrouveraient rarement dans la même salle et des utilisateurs avec des besoins très différents, mais qui peuvent se retrouver autour d'un objectif commun qui est la performance opérationnelle et qui permet de mettre un peu tout le monde au diapason pour s'aligner derrière cet objectif commun. On peut passer celle-là. On peut aller directement à quelques références clients. Peut-être un mot sur cette slide, c'est le fait que du fait qu'on est à 1 degré on ne traite pas de problèmes de temps réel et qui sont liés au processus industriel en lui-même. Et c'est ce qui explique pourquoi vous voyez des références clients qui sont des entreprises très très différentes. L'Or qui est dans l'auto, Valrhona agroalimentaire, Lizzie auto-aéromédical, de l'aéro, de l'industrie lourde, du luxe avec Maroquinerie Thomas, et on en passe. C'est parce qu'on est très agnostique finalement au processus de production en soi, et on est beaucoup plus orienté méthode de travail, excellence opérationnelle, qui sont en fait des outils standards et universels qu'on retrouve au-delà même de l'atelier ou du laboratoire ou quelle que soit la verticale, qui sont dans le métier opérationnel au sens large, ce qui nous donne la capacité de construire un outil un peu one size fits all pour tous ces verticales d'industrie, et de potentiellement imaginer sortir du monde industriel et aller dans les services, dans la logistique, pas mal même dans le retail peut-être un jour, et qui nous ouvre beaucoup de possibilités à terme. Voilà, ça tu peux la passer. La dernière slide, parce que je pense qu'on arrive au bout du temps sur l'équipe. Alors la photo date du début de l'été et elle est déjà plus à jour. On est actuellement 18 dans l'équipe. On sera probablement aux alentours de 25, si ce n'est plus, d'ici la fin de l'année, qu'on recrute activement. Nos ambitions pour la fin de l'année, c'est de dépasser, on est on track pour le faire, c'est de dépasser le 1 million d'euros d'ARR. On est aujourd'hui aux alentours entre 700 et 800. D'avoir des objectifs produits qui sont d'amélioration du produit qui vont à l'infini, mais notamment d'avancer aussi sur des sujets de sécurité. On vise une certification ISO 27001. Et donc, ça va être un des gros objectifs des prochains mois, des sujets d'intégration, etc. Mais donc, voilà où on en est aujourd'hui. On est très content de notre avancement. Voilà. Alors, je pense que j'ai peut-être pris un peu plus de temps que je n'aurais dû, mais s'il y a des questions et qu'on n'a pas le temps, je suis ravi de les prendre en off ou par écrit si j'ai dépassé mon temps. Merci à tous. Merci François. Merci beaucoup, Octave. Ensuite, nous faisons ouais. Nicolas aussi. Thomas, Nico, tous les deux sont là.
Bonjour tout le monde, on est très content de vous retrouver aujourd'hui pour les Demo Days. Donc, je suis Romain, l'un des 3 cofondateurs de Wild et CEO. Et donc moi-même Nicolas Leroy, un deuxième des 3 cofondateurs de Wild et lui CTO, chargé du produit. Du coup, Wild, en une phrase, qu'est-ce que c'est? C'est l'ERP de la RSE, mais avec la qualité de l'expérience utilisateur des meilleures applications de votre smartphone. En plus détaillé, en plus spécifique, c'est une application qui permet aux industriels de décupler leur performance RSE. Pourquoi? Nous, on est convaincus que arriver à aider les industriels à rester performants et à en même temps diminuer leur impact, c'est vraiment une voie nécessaire pour conserver une planète viable. Le constat, il est simple, et le rapport du GIEC vraiment nous le rappelle. Globalement, aujourd'hui, c'est plus de 200 interviews sur le terrain des usines, avec des sièges, des managers, des opérationnels, des experts. Le sujet, il est complexe et il pèse de plus en plus sur l'industrie. En gros, on est passé du risque industriel à l'augmentation de la réglementation. Et maintenant, on est sur quoi? On est sur la mesure, donc la performance. Et là, on peut faire quelque chose. Justement, grâce à cette mesure, on peut transformer en opportunité. Et par exemple, générer de l'engagement durable de ses talents, aller chercher de nouveaux marchés ou se donner vraiment l'accès au capital. Non, il faut que tu retournes à ça. Marche, encore. Normalement, ça marche. Si. Ça y est. Ça avance. Ok, non, c'est bon, pardon. Ok, on y est. Globalement, les problématiques qu'on a identifiées, il y a 3 niveaux. Vous imaginez, vous êtes PDG de petit bateau, vous êtes engagé sur la RSE. Derrière, comment vous faites pour vous assurer que votre engagement, ce que vous communiquez, c'est vrai jusqu'au cœur de vos usines? Vous êtes responsable qualité chez Petit Bateau, c'est vous qui avez la responsabilité de la conformité des produits, mais vous n'êtes pas acteur. Comment vous faites pour vous assurer que, pareil, vous êtes en conformité et en alignement avec vos engagements? Et l'autre, ça va être l'acteur. Vous êtes responsable de production, partie teinture chez Petit Bateau. C'est vous qui avez le poids de l'action. Si vous changez, alors vous rentrez en conformité. Mais clairement, votre priorité numéro 1, c'est produire et ce n'est pas vous soucier de toute la problématique des conformités réglementaires. Ouais. Désolé, on a un petit souci avec la d'échappement. Et donc, notre mission, notre promesse, c'est quoi? C'est vraiment de décomplexifier la RSE pour permettre aux industriels de passer à l'action. Merci Romain pour le début. Oui, donc en fait, via Wild, qu'est-ce qui va vraiment se passer? C'est quoi l'expérience qu'il y a derrière? Déjà, Wild, en l'utilisant, c'est un moyen de connaître les besoins de vos parties prenantes et leurs attentes. Et ensuite, en croisant ça avec vous, vos enjeux business, on va être capable de mettre à votre disposition les enjeux RSE qui sont les plus importants pour vous. Donc, ces enjeux RSE, vous allez les suivre via les différents indicateurs d'impact. Et donc, en suivant ces indicateurs, vous allez être capable de savoir où est-ce que vous pouvez vous améliorer. Et pour vous améliorer, justement, on va passer par un biais un peu atypique, c'est qu'on va passer par la conformité réglementaire. En vous conformant, vous allez alimenter des indicateurs RSE qui, du coup, vont vous permettre de faire la RSE devenir quelque chose, on va dire, qui part de l'action. Alors, cette veille, elle a la particularité déjà d'être ultra décomplexifiée et en plus, elle va être ultra personnalisée par un profil juridique, c'est-à-dire qu'on va recenser les substances chimiques que vous utilisez, le nombre d'employés, etc., pour vous fournir vraiment que les morceaux de la veille qui vous concernent, ce qui vous fait un gain de temps énorme et ce qui vous laisse le temps de plus passer à l'action. Et donc, ainsi, vous allez créer une véritable dynamique RSE dans vos entreprises basée sur l'action et vous allez collecter de la donnée que vous allez du coup pouvoir consolider entre vos différents sites et être capable de comparer, d'améliorer, d'avoir vos axes stratégiques qui peuvent être montés du coup niveau groupe. Et au final, on va boucler la boucle, ça vous permet de prouver votre démarche RSE aux parties prenantes. Donc, vos investisseurs, vos clients, les communautés locales, tous ceux que vous avez identifiés dès le début, vous êtes capable de leur prouver, regardez, moi j'agis de telle manière et ça répond aux attentes que vous aviez exprimées.
Alors du coup, plus concrètement, c'est quoi? Whale, c'est 4 pages, dont un dashboard d'impact, où vous allez être capable de voir votre impact selon 8 thématiques RSE. Ces 8 thématiques, elles émanent donc d'une analyse qu'on a fait de tous les grands référentiels RSE qui existent. Et donc, ces thématiques sont décomposées, vas-y, tu peux continuer, en indicateurs, en plusieurs indicateurs indicateurs RSE. Et justement, ces indicateurs RSE vont être alimentés, donc, comme j'exprimais, par votre conformité réglementaire. Alors là, nous, la conformité réglementaire, on la découpe en plusieurs référentiels. Donc, pour l'instant, voici les 4 référentiels qui sont disponibles sur Whale, REACH, santé, sécurité au travail, ICPE, ROHS. Et ces référentiels, à quoi ça ressemble? Ça va le faire. Petit suspense. Et bien, ces référentiels réglementaires, comme je disais, c'est un référentiel, c'est la réglementation ultra simplifiée. Donc, vous allez avoir une petite explication de en quoi correspond le référentiel, où vous êtes, sur quels impacts RSE vous travaillez quand vous vous mettez en conformité sur ce référentiel. Et surtout, merci. Et surtout, ça va être une veille réglementaire très concrète, très claire, qui est attribuée à vous, avec chaque mise à jour de la veille réglementaire, un constat, les impacts que ça peut représenter chez vous, et du coup, les actions qu'on vous suggère de réaliser. Et toutes vos actions seront liées aux différentes mises à jour, et c'est ça qui va aller alimenter tous vos indicateurs RSE. Vous avez également du coup des indicateurs de mise en conformité. Vous avez la possibilité d'ajouter vos propres indicateurs, notamment de suivi de qualité, etc., qui vont être reliés aussi à ces thématiques RSE. Non, ça, je vais le faire. Ok, super. Et donc, indicateurs et les actions également, tout ce qui est actions de mise en conformité, les actions en interne que vous menez en RSE qui vont permettre, comme je disais, d'alimenter tout ce qui est votre référentiel RSE. Super. Une action, pareil, le but, c'est d'être collaboratif, de mettre toute l'organisation en mouvement autour de la RSE. Donc, une fois de plus, ça ne va pas être des actions dans un Excel. Là, vous allez avoir des impacts liés. Vous savez pourquoi vous faites ces actions-là. Et vous savez qui fait quoi, quand, quelles sont les dates, etc. Et ensuite, pour terminer, votre profil d'entreprise, donc là vraiment qui est le socle, on va dire, le jumeau juridique qui va nous permettre de vous fournir la veille réglementaire la plus pertinente pour vous. Du coup, les résultats, c'est quoi? C'est 3 fois moins de temps passé à essayer de comprendre des textes juridiques alors que ce n'est pas votre métier, à essayer de comprendre si oui ou non ça vous est applicable, à essayer de comprendre les risques que vous prenez. Tout ça, Whale vous l'envoie. C'est 3 fois plus de temps que vous passez à être dans l'action, dans la mise en conformité, et donc forcément vous progressez sur vos thématiques RSE. Derrière, c'est une maîtrise totale de votre conformité et une maîtrise totale de vos risques. Si je prends l'exemple de REACH, vous vous appuyez plus sur vos fournisseurs qui vous font du déclaratif, vous savez que vous maîtrisez. Et après, c'est par exemple plus 20% de complétude des plans d'action. Donc, on arrête d'avoir des plans d'action qui sont lancés il y a 4 ans et qui n'ont toujours pas avancé. Donc ça, c'est l'avant et l'après. Et c'est vraiment cette transformation-là qu'on permet grâce à l'application Whale. Aujourd'hui, où on en est? On en est dans cette phase d'accélération. On cherche à travailler avec des industriels qui sont engagés, qui sont convaincus qu'il faut passer à l'action. Et donc, si vous vous reconnaissez dans cette définition-là, contactez-nous. On sera très content de savoir sur quoi vous travaillez aujourd'hui, comment vous travaillez aujourd'hui, de voir avec vous comment Whale va vous aider à progresser, à aller encore plus vite dans votre impact RSE. Et puis, si vous connaissez d'autres industriels qui pourraient se reconnaître là-dedans, pareil, mettez-nous en relation. Après, évidemment, on est très intéressé de discuter avec Business Angel et VC pour la levée à venir. Super. Voilà. J'ai une question, vous avez qui comme client? On a Petit Bateau et Toshiba aujourd'hui. Je n'ai pas parlé du cas d'usage Toshiba. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Non. Très bien. Et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, comme ça on peut répondre après. Merci. Merci beaucoup. On va regarder. On passe à la fin. Ouais. On va à la fin. Le plan, il est là.
Sinon, on change de phase. Hein. Ouais, on change de phase. Allez, on change de phase. Changement de règle. Sur l'été. C'est autre chose, c'est pour me connecter à ces là. Ouais, non, vas-y, je t'envoie par email. Vas-y, prends toute la traîne là pour. Pourquoi il veut pas? Pareil. Ça marche pas? Ok, super. Eh ben, bonsoir, Thomas. Donc, moi, je suis un des 3 cofondateurs et le CEO de Craft. Nous, on était la 2e boîte de OSS. Et pendant 1 an, on a travaillé sur un projet dans les usines où on a un peu galéré. Et puis, on a pivoté il y a maintenant 14-15 mois pour le projet actuel. Nous, on part d'un problème que vous connaissez tous quand vous sortez de chez vous. Vous ferez attention, il y a toujours des gens qui ont des barrières, qui sont en train de refaire soit des canalisations d'eau potable, soit les canalisations d'assainissement, soit l'électricité, soit le gaz. On appelle ça les travaux publics, plus précisément les voiries et réseaux divers. Ça représente à peu près 4% du PIB dans n'importe quel pays du monde, à Cuba un peu plus qu'en France. Globalement, ça génère, ce marché, 100 milliards de pertes sèches par an, dues à quelque chose de très simple. C'est dû aux aléas que vous rencontrez sur les chantiers. Un aléa typique, ces jeunes gens, quand ils vont creuser leurs tranchées avant de mettre leur canalisation d'eau potable, ils ne connaissent pas forcément la nature du sol, donc ils peuvent rencontrer de la roche. Donc il faut sortir ce qu'on appelle un BRH, c'est une belle machine qui fait le marteau-piqueur et que vous verrez aussi dans la rue si vous faites attention maintenant. Et bien ça, c'est censé être facturé, c'est un aléa. Donc, ce n'est pas prévu qu'on sorte la machine, ce n'est pas prévu qu'on perde 2 heures. Et en fait, toutes ces choses-là qui génèrent beaucoup de pertes sèches par an, il y a un souci, c'est que finalement, les gens qui sont sur le terrain, ce n'est pas des ingénieurs, c'est plutôt des ouvriers ou des chefs de chantier. Et ils n'en ont rien à foutre de tracer ce qui se passe, globalement. Donc nous, on a essayé de faire une solution pour tracer et valoriser tous les aléas qui ont lieu dans les travaux publics, dans le monde. Et on est parti de la seule chose qui marche sur le terrain. Alors François nous parlait des utilisateurs pas forcément à l'aise avec le digital. Alors nous, on est en plein dedans. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas de manager avec eux sur le terrain. Donc, il n'y a pas de petit ESTP de 25 ans qui peut les aider sur SAP. Donc, le seul outil qui marche, c'est les SMS et WhatsApp. C'est la seule chose qui marche. Mais ça marche. Ça marche violemment bien. C'est-à-dire qu'ils passent leur journée sur Messenger, sur WhatsApp, à envoyer des textos avec des images, des chantiers, des choses qui marchent, des aléas. Donc, nous, on a fait un produit en fait, qui est en 3 temps. On a fait une messagerie mobile qui ressemble à WhatsApp. Donc, typiquement, on va commencer par refaire la canalisation d'eau potable dans notre rue. On va créer une conversation. Et donc, il se passe plein de choses dans cette conversation, des photos, des vidéos, des notes vocales. C'est ce qu'on appelle la collecte chez nous. La deuxième étape, c'est la structuration. On vient… Pardon. La structuration. En fait, on vient du coup isoler les éléments dans cette conversation qui posent problème, nos fameux aléas. Et donc, on vient créer en fait des petits objets d'aléas. Chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois qu'il y a une merde, on vient isoler la photo, géolocaliser, horodater, le verbatim vocal, la conversation qui justifie le problème. Et donc, au fur et à mesure, on vient constituer une base de données. Et cette base de données, on la visualise sous forme de tableau, mais aussi sous forme de Kanban, sur une carte. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la structuration. Et après, il y a la troisième partie de notre produit qui consiste à distribuer cette donnée. Donc aujourd'hui, c'est en fait sous forme de rapport personnalisé. On appuie sur plein de boutons et ça génère plein de rapports différents pour aller facturer tous les problèmes qu'on a pu avoir sur le chantier. Ouf, on a sauté là. J'ai que 5 slides, alors si je m'en continue. Du coup, on a lancé le produit en septembre. On avait une agence cliente, donc on faisait 5 000 € d'ARR. C'est 500 € par mois par agence. On a un business model très simple. Notre délai de vente, c'est à peu près 2-3 mois.
Aujourd'hui, on approche de la centaine d'agences clientes, on est à 350 000 € d'ARR et on travaille avec des groupes comme Veolia, Vinci, Bouygues, Lassade, etc. Notre vision, en fait, on adore les travaux publics, mais en fait, il y a plein d'autres choses qu'on adore. Ce qu'on adore, c'est 80% de la workforce mondiale qui n'est pas derrière un ordi tous les jours et qui ont des techniciens et des ouvriers sur le terrain qui sont très peu à l'aise avec des solutions digitales. Et donc, on pense qu'on a fait un produit qui est assez horizontal finalement, parce qu'il est modulaire. Et ce qu'on appelle Aléa, en fait, nous en interne, on l'appelle juste objet. Puisque, pas demain, mais hier, on a commencé à créer d'autres types d'objets. Est-ce que vous voulez isoler maintenant les problèmes de sécurité? Est-ce que vous voulez isoler les points d'avancement de chantier? Est-ce que vous voulez isoler des dossiers patients? Parce qu'on va sur une autre verticale qui est le healthcare. En fait, notre principe, alors c'est ce qu'on appelle de façon un peu galvaudée, nous, la communication objet. Ce qu'on arrive à faire, c'est transformer des conversations en base de données structurées et les visualiser. Et donc, on va capitaliser sur ces trois produits, la collecte, la structuration et la distribution, pour essayer de faire un produit le plus horizontal possible, mais en marketant à chaque fois vertical, marché par vertical, marché. Et on est très admiratif de Airtable ou de Notion, pour ceux qui connaissent. C'est des gens qui ont rendu en fait Word et Excel searchable, interopérable, modulaire. C'est exactement ce qu'on veut faire avec WhatsApp. Et du coup, autant on a galéré, mais bien, sur la première année et demie, autant depuis un an, on a une belle trajectoire, on a une bonne équipe, on est fiers de notre produit et on vient de lever notre tour d'amorçage de 3 millions il y a 9 semaines avec notre inénarrable Renan de Villiers et 3 autres acteurs, donc Stride VC, Fred Destin, Mike Chalfen Venture, qui est un fonds britannique, et toute la clique de eFounders, dont Thibaut Elzière. Voilà, et donc nous sommes en phase active de recrutement. Aujourd'hui, nous sommes 14 dans l'équipe. L'objectif, c'est de passer à une trentaine d'ici septembre de l'année prochaine. Donc n'hésitez pas si vous connaissez des gens brillants. Merci Thomas. Est-ce que vous avez des questions pour Thomas? Super. Du coup, on va ensuite, merci Thomas, on va ensuite passer par Galan qui va nous présenter Automy. Alors, du coup, et donc, bonsoir tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gaël, co-founder d'Automy.ai. Automy.ai, c'est quoi? C'est une plateforme qui permet aux industriels d'automatiser les tâches d'inspection et supervision dans leur usine. On a lancé ce projet il y a 6 mois. On a déjà 3 déploiements à scale et une dizaine de POC en cours. Donc, ça avance très vite. On approche un effectif de près de 10 déjà au total cette rentrée. Donc, ça avance vraiment, vraiment vite. Et c'est super excitant comme projet. C'est très deep tech. Et les premiers feedbacks que nos clients nous donnent, c'est qu'ils arrivent vraiment à transformer leurs opérations avec ce produit. Donc, je vais vous parler dans plus de détails sans plus trop tarder. Donc, le manufacturing aujourd'hui, c'est une activité humaine des plus importantes. Okay? Près de 15% de l'activité économique globale. Les tâches de supervision, d'inspection, de contrôle représentent une teneur assez importante dans cette activité. Donc, ça représente à peu près un cinquième, 20% de cette activité. Donc, en gros, pour résumer, près de 1% de l'économie mondiale est faite par des tâches de contrôle, d'inspection dans le manufacturing. Donc, il y a un vrai potentiel économique d'amélioration sur ces tâches-là. Surtout parce que, comme nous le savons tous, l'attention humaine, les capacités humaines sont faillibles.
Donc, la présence humaine ne scale pas. Donc, il n'est pas possible de mettre des humains partout, sur tous les process dans les usines, surtout que les espaces sont vastes, les process sont complexes, les machines sont complexes. Donc, c'est difficile d'avoir une intention parfaite tout le temps dans les usines. C'est tout simplement impossible. Et même quand elle existe, cette attention-là, eh ben, elle est variable. Selon le moment de la journée, en fonction des soucis, etc. Ça varie. Et puis, on connaît tous des problèmes avec l'objectivité des personnes. Donc, ça varie aussi. Donc, gros potentiel d'amélioration et les conséquences, on les connaît. Hein. Ce manque d'attention crée toutes les pertes que les experts du lean manufacturing en global redoutent. Donc, production défectueuse, le gaspillage et retard de compte. Nous, on pense que aujourd'hui, avec les technologies émergentes, il est possible de reproduire et de simuler cette attention humaine. D'accord, on voit tous Tesla et Elon Musk qui produisent déjà des voitures et qui arrivent à se conduire toutes seules. Donc, preuve que, en effet, ces technologies-là arrivent à maturer. Et compte tenu des pressions, vu la maturation de ces technologies et des pressions dans l'industrie, dans le secteur du manufacturing, pressions économiques, géopolitiques, démographique, nous, on pense qu'aujourd'hui et bientôt, tout ce qui peut être automatisé sera automatisé dans les usines. Tout ce qui peut être automatisé sera automatisé. Mais nous, on pense que ceux qui seront les winners du manufacturing seront ceux ou celles qui feront cette automatisation par eux-mêmes. D'accord? Donc, nous, la vision d'Automobile, c'est d'outiller les industriels pour qu'ils automatisent tout ce qui peut être automatisé dans leurs usines aujourd'hui. Donc, toutes les petites tâches d'inspection, supervision qui représentent près d'un cinquième de leur travail et qui en elles-mêmes n'ont pas de valeur ajoutée. Ça ne contribue pas à la création de la valeur sur les produits en effet. Les tâches pénibles, ces tâches-là, elles peuvent être automatisées et déléguées à de la perception et de l'intelligence artificielle. Voilà. Donc je ne sais pas, je pose pour des questions. Alors, donc, ça, c'est la vision de passer à la réalité pour t'expliquer comment comment on implémente cette vision. Je ne sais pas s'il y a des questions, sinon je commence. Donc, concrètement, les technologies dont je parle, c'est quoi? C'est des capteurs, des caméras digitales, robustes, flexibles, intégrables partout, connectés à des ordinateurs embarqués avec GPU qui coûte plus cher. Donc, qui peut faire tourner des algos d'intelligence artificielle. Et au-delà de tout ça, donc ça c'est une infrastructure de base, mais au-delà de tout ça, des interfaces no-code pour permettre aux opérateurs, aux personnes dans l'industrie de créer leur propre logique sur la base de ces flux de données intelligents créés sur le terrain. Donc, concrètement, d'un point de vue technique, si vous posez des questions, c'est ça, et ça tourne aujourd'hui dans une dizaine d'usines. Donc, ce qui est vraiment passionnant dans ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec des industriels qui aujourd'hui ont anticipé tout ce que je vous ai raconté là et osent le pas d'automatiser leurs usines, donc d'apporter ces technologies-là sur le terrain. Et donc, on en a 3, comme je vous en ai parlé, qui passent à échelle, qui ont fait l'époque, et aujourd'hui, ils veulent passer à échelle. Donc, ils veulent oser le pas, être les premiers, être les pionniers. Mais donc, j'ai envie de zoomer aujourd'hui sur un cas particulier, sur un client particulier, parce que c'est l'un des clients qui nous a le plus surpris. Non pas forcément le profil du disrupteur 4.0, donc une ETI française en Bretagne hein, qui produit des pâtisseries, des croissants et des bons chocolats. So French. So French, mais qui ose
déployer de l'intelligence artificielle à scale avec une startup aujourd'hui. C'est incroyable et c'est bluffant. Et ça ressemble à quoi? Aujourd'hui, l'usine de Brédor, donc les croissants, baguettes, pain au chocolat, sur toutes les usines, il y a des caméras, sur toutes les lignes de production, des caméras, des algos d'intelligence artificielle qui de plus en plus sont entraînés par les équipes sur le terrain et des flux de data sur la production. Et donc, nous sommes en train de travailler avec eux pour ajouter une couche de no-code pour créer de petites logiques automatiques sur la base de tout ça. Donc, aujourd'hui, chez Brédor, qu'est-ce qui se passe? N'importe quel opérateur, manager peut savoir en temps réel ce qui se passe sur les lignes de production, sans que la moindre personne y soit faite. D'accord? Rien que grâce à de l'IA, on peut savoir s'il y a eu un arrêt, donc disponibilité, si la qualité des croissants et des pains au chocolat est la bonne, donc qualité et la productivité. Donc, ces algos-là arrivent à mesurer la productivité, la cadence de production, etc. Donc, ce sont toutes ces informations-là sans avoir personne sur les lignes. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent créer des logiques. Par exemple, il y a des managers qui veulent savoir quand il y a un arrêt sur une ligne critique pour plus de 15 minutes. Si c'est le cas, une petite logique qu'il aura créée, lui-même sans coder une ligne, lui enverra un email quand cet événement émergera. Donc aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a des industriels qui osent cette transformation. On en a 3 aujourd'hui qui passent à échelle et on n'en doute pas qu'on en fera plus. C'est une vraie transformation. Ce qui se passe, c'est que ça leur fait repenser, donc déploiement à échelle leur fait repenser leur façon de travailler. Parce qu'aujourd'hui, ils ont l'information en temps réel, plutôt qu'à J plus 1 ou J plus 2. Ça change en termes de réactivité. Donc, ce qui a été intéressant sur ce dernier quarter, c'est les partenaires de distribution qu'on est en train d'élaborer avec les acteurs établis qui nous ont approchés pour distribuer ces innovations de façon plus efficace un peu partout dans l'industrie. Donc, super excitant. Donc, on voit de plus en plus d'acteurs établis, que ce soit des industriels ou des intégrateurs qui font confiance aux startups qui veulent innover. Et ma fierté personnelle, c'est l'équipe de talent qu'on a pu constituer autour de ce projet qui est tout simplement incroyable. Donc, c'est un vrai plaisir pour moi de travailler avec une telle équipe, franchement, sympa et bluffant. Donc, voilà, on continue et on a hâte de voir les prochaines étapes. Donc, si aujourd'hui vous voulez implémenter cette vision, transformer vos usines avec de l'IA, une simple adresse facile à retenir, info@automi.ai. On reviendra vers vous dans le quart d'heure qui suit pour programmer un POC ou pour vous expliquer dans plus de détails ce qu'on fait. Thanks. Il y a une question du chat. Oui. Merci de ce partage. Est-ce que dans le cas de Brédor, Automi fournit la totalité de solutions, incluant la caméra? Oui, donc en partenariat avec des fournisseurs de caméras. Donc, avant, on ne le fait pas, mais on connaît des gens qui savent le faire. On développe des partenariats avec eux pour intégrer des kits qui peuvent être déployés très rapidement sur les lignes de production. Donc, voilà. Merci, Baptiste. Est-ce que vous avez d'autres questions? Top. Merci, Yann. Merci, Yann. Merci. On va passer avec Katia et Jean-Baptiste qui vont présenter Emera. Bonsoir à tous, merci d'être disponibles ce soir. Je suis Jean-Baptiste Boucher, cofondateur d'Emera, je joue le rôle de CEO. Moi, je suis Katia Guzman et je suis CTO d'Emera.
Alors, merci déjà d'être disponible et d'être présent pour ce Demo Day. On va vous donner des nouvelles d'Emera pour ceux qui n'étaient pas présents, pour ceux qui étaient présents la dernière fois et vous présenter pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Alors, Emera a une vision simple, c'est de faire de chaque usine le fournisseur dont les clients rêvent. Donc, vous l'aurez compris, les sujets dont on va parler ce soir avec Emera, c'est des sujets qui touchent la relation client. Donc, ça va être l'administration des ventes, le service client, pour ceux qui connaissent. Ça va être l'intégration digitale entre un client et son fournisseur, enfin, un fournisseur et un client. Ou alors, ça va être la satisfaction client, tout simplement. Notre vision est assez large et assez ambitieuse à moyen terme. C'est-à-dire qu'on pense qu'on a un rôle à jouer sur l'ensemble des éléments qui font la relation client dans le monde industriel. C'est une vision qui fait qu'on devrait normalement pouvoir, si tout se passe bien, gérer l'ensemble des flux qui transitent entre un client et un fournisseur. On devrait pouvoir gérer des sujets d'intégration digitale entre les deux. On devrait pouvoir générer de la productivité sur toutes les interactions qui peuvent avoir lieu entre deux entités dans le monde industriel. C'est une vision qui est très large et on va devoir attaquer par petits morceaux. Et donc, très concrètement, le premier élément sur lequel on travaille, c'est un élément qui permet d'avoir de la valeur très vite pour nos utilisateurs actuels. On se concentre sur le service client, qui s'appelle parfois administration des ventes dans l'industrie, en développant une solution de productivité pour eux. Donc, vous devriez voir sur la page qui apparaît ici les trois grandes fonctionnalités sur lesquelles on se concentre pour nos utilisateurs des services clients dans l'industrie. Et vous avez normalement en gris en dessous des exemples de cas d'usage concrets que eux rencontrent et qu'on leur facilite. Alors, on peut avoir un impact assez fort pour eux. On peut leur faire gagner jusqu'à 30% de temps. On peut réduire les erreurs de prise de commande. On peut réduire les risques d'oubli de commande. On peut augmenter leur réactivité. On a un impact assez fort pour eux parce qu'en fait, quand on observe les services clients dans l'industrie, on se rend compte qu'ils sont moins matures que dans d'autres secteurs. On parle d'équipes qui travaillent encore vraiment avec des outils qui n'ont pas évolué depuis 20 ans, donc qui sont aujourd'hui, qui ont vraiment les mains sur des Excel, dans des PDF, qui communiquent majoritairement par email, et même qui utilisent souvent du papier et du crayon, parce qu'en fait, le volume d'informations qui est disséminé entre tous ces fichiers que j'ai nommés avant est tellement important pour prendre du recul et alléger la charge mentale. Les membres des services clients dans l'industrie ont souvent recours à des post-it et juste à des papiers crayons, tout simplement. Et du fait de ces outils vraiment inadaptés, on a affaire à des utilisateurs aujourd'hui dans les services clients de l'industrie qui passent beaucoup de temps sur les tâches répétitives, qui ont des risques d'oubli assez élevés, un travail très minutieux et une valeur ajoutée. En fait, le travail a souvent peu de valeur ajoutée et il doit être fait malgré tout. Donc, pour résoudre ça, on propose trois types de fonctionnalités. On propose d'automatiser les tâches les plus répétitives. C'est là où on a un impact vraiment très fort sur leur quotidien. On leur propose de mettre en place une société de collaboration et de workflow. C'est intéressant parce qu'en fait, les services clients ont souvent un rôle en fait, de passe-plat entre le client externe et des parties prenantes internes à l'usine, et souvent ne peuvent pas répondre à des questions eux-mêmes. Donc en fait, leur simple rôle consiste à transmettre des interrogations ou des questions qui leur sont posées par la client. Et donc, la notion collaborative de leur travail est très importante, repose uniquement sur les emails ou les coups de fil. Donc le risque d'erreur ou d'oubli est très élevé, c'est quelque chose qu'on peut structurer, qu'on peut fluidifier et qu'on peut codifier. Et enfin, du coup, grâce à cette codification qu'on a évoquée, et l'automatisation qu'on a mentionnée précédemment, on peut mettre en place pour les managers des services clients, voire pour les décideurs, des services d'analyse et de tableaux de bord qui permettent de enfin comprendre ce qui se passe dans le service client, qui permettent d'avoir des statistiques sur la charge par équipier, sur le délai de réponse moyen par client, sur le type de demande, ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est une information qui n'existe absolument pas et le service client, c'est souvent une boîte noire vue du point de vue du décideur. On va vous montrer concrètement à quoi ça ressemble, c'est quelqu'un qui va vous montrer ça. Vous allez voir en détail trois cas d'usage illustrés. Vous allez voir le service client recevoir des commandes en PDF et devoir les extraire. Ce ne sera pas à la main, du coup, grâce à Emera. Vous allez les voir vérifier que les commandes reçues de la part d'un client sont conformes à un contrat qui a été signé précédemment avec le client. Et vous allez voir ensuite un lancement de collaboration pour pouvoir traiter certaines erreurs dans les commandes reçues. Du coup, donc, après 3 mois de développement intensif, on a sorti une première version de l'application qui est actuellement dans la main des utilisateurs, donc qui est vraiment en train d'être testée en ce moment même. Et donc c'est ça qu'on va vous montrer. On va vous montrer un cas d'usage précis, mais gardez-le en tête que ce serait le même fonctionnement pour les autres cas d'usage. Ouais. Non, une slide trop loin. On en arrière. Ah.
Bah si, normalement. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, je ne sais pas si on peut mettre en grand écran. Ouais, ce sera mieux. Parfait. Donc là, tu peux juste revenir. Donc là, on est dans la boîte mail de notre utilisatrice fictive, Chantal Lacroix. Donc, quand je dis boîte mail, c'est la boîte mail sur Emera, mais c'est vraiment la même chose, c'est juste une autre interface pour Outlook ou Gmail finalement. Donc, on s'intègre vraiment avec la boîte mail des utilisateurs. Là, on voit que Chantal a reçu donc, 3 commandes différentes dans 3 mails différents. Si on regarde, c'est des commandes qui sont arrivées par PDF, qui contiennent chacune quelques lignes, qui viennent toutes du même client. Donc là, il y en a 3, mais on a déjà vu des cas où il y avait 40 emails différents avec 40 PDF différents à traiter. Et donc, au lieu de les traiter manuellement un par un, avec Emera, on a la possibilité de les traiter de manière groupée et automatique. Donc, on peut accéder à ces pièces jointes, donc voir toutes ces pièces jointes d'un coup, tous mails confondus. Ça permet de traiter des mails, des pièces jointes de différents mails de manière groupée. Donc là, je peux sélectionner des pièces jointes qui viennent des 3 emails différents et lancer une automatisation. Donc là, en l'occurrence, on va lancer une automatisation qui va extraire le contenu de ces commandes et effectuer des vérifications contrats pour s'assurer que les commandes sont bien conformes avec ce qui avait été négocié. Donc, lorsque je lance l'automatisation, j'ai mes fichiers qui sont arrivés par pièce jointe qui sont préchargés et j'ai également préchargé des fichiers de référence. Donc là, en l'occurrence, un fichier qui permet de vérifier des codes clients grâce à une adresse et un fichier base contrat qui contient toutes les lignes de contrat. Et lorsque je lance cette automatisation, donc voilà, au bout de quelques secondes, on voit qu'il y a 6 lignes de commandes qui ont été extraites et qu'il y a des vérifications qui ont fait remonter des problèmes. Donc, on a 2 lignes où le prix n'est pas bon, donc pas ce qui avait été négocié, et 2 lignes où la MOQ, donc la quantité minimale de commandes, n'a pas été respectée. On a également une ligne sans contrat, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de contrat qui a été négocié pour cette référence et ce client-là. On a la possibilité de voir les fichiers d'origine pour faire des vérifications visuelles si besoin. Et on a également la possibilité donc, de changer cette vue pour vraiment se concentrer sur l'essentiel. Donc, je peux par exemple afficher la quantité, cacher le prix et avoir une vue un peu allégée, contrairement aux gros fichiers Excel qui contiennent tout. On a également la possibilité, si on veut, de voir le détail d'une ligne pour avoir une vue un peu d'ensemble sur tout ce qui est contenu dans cette ligne-là. Donc là, le système a identifié des problèmes et maintenant, il faut les résoudre. Donc, on a la possibilité avec Emera, comme on disait, de collaborer. Donc, on peut sélectionner les lignes qui sont problématiques et ensuite lancer une collaboration. Donc, par défaut, on a une collaboration, un template de suivi simple qui se lance, mais on peut également choisir parmi des templates prédéfinis pour configurer un workflow, par exemple un workflow de correction de lignes problématiques avec son client. Donc, là, il y a automatiquement la carte de collaboration qui se remplit, qui est prête à envoyer. Et donc, je précise que cette carte de collaboration, lorsque vous l'envoyez à quelqu'un qui n'a pas Emera, en fait, ça fonctionne quand même parce qu'on envoie un email avec un lien authentifié qui permet d'y accéder, un peu comme un Google Doc. Et ça évite du coup d'avoir 15 emails avec des pièces jointes qui sont chacune des versions différentes dans le même fichier, puisque tout se fait dans cette même carte. Et lorsque je crée cette carte de collaboration, elle passe en traitement. Comme ça, j'ai un suivi qui est assuré avec des rappels configurables qui me rappellent que ça, c'est en cours de traitement. Et donc là, j'ai quand même des lignes qui étaient prêtes à importer. Donc ça, je peux les exporter dans un format prêt à être ingéré directement par mon ERP. Et celle-là, j'ai plus à m'en soucier. Et maintenant, je saurais que j'aurai uniquement les autres lignes qui sont en traitement à gérer. Voilà. Du coup, ça, c'est, comme je disais, juste un cas d'usage. On en a plein d'autres. En fait, c'est le même principe. Et l'interface est la même. On peut faire remonter des problèmes si besoin et les traiter de manière beaucoup plus efficace que ce que les personnes qui travaillent au service client le font actuellement. Voilà. Donc, du coup, là, vous avez une démonstration du produit réel. C'est vraiment une vidéo enregistrée sur Emera telle qu'elle est utilisée par l'utilisateur à l'heure actuelle, sur un tel usage qui est très courant, que quasiment toutes les usines rencontrent. C'est recevoir une commande et la mettre dans le système central qui s'appelle l'ERP. Des nouvelles d'un point de vue plus développement d'Emera en tant qu'entreprise, cette fois-ci. Quand on s'est parlé la dernière fois, avant l'été, pour ceux qui étaient présents au précédent des modèles, on se lançait tout juste. On a beaucoup progressé depuis. Vous avez vu la progression sur la partie produit. D'un point de vue plus commercial, on a pu lancer des POC, des démonstrateurs en français, avec 4 usines différentes. Précisément 3 sont lancés. Dans le luxe et l'aéronautique, on lance la semaine prochaine notre 4e démonstrateur avec une usine de pharma. Donc ça, ce sont 4 usines qui utilisent Emera pour de vrai, en conditions réelles.
et qui du coup nous font des premiers retours très précieux pour nos futurs déploiements. En parallèle, on est en train de faire des recherches sur la partie commerciale pour pouvoir lancer des pipelines d'acquisition de futurs clients. On teste des messages, on teste des canaux, on teste des profils de personnes à contacter chez nos clients potentiels. Et enfin, on lance la recherche utilisateur pour la vague de développement suivante d'Emira. Donc, comme vous le savez peut-être, toutes les startups OSS, en fait, quand on doit développer une nouvelle fonctionnalité, on ne fait pas tout seul de notre côté. On aime bien se rapprocher d'un industriel qui rencontre un problème qu'il faut résoudre. Et ensuite, on va lui parler toutes les semaines pendant 2-3 mois pour pouvoir s'assurer que les fonctionnalités qu'on va développer sont exactement ce qui résout à son problème. C'est ça qui nous garantit que nos produits sont aussi bien reçus par les utilisateurs par la suite, parce qu'on les construit avec nous. Donc, si je résume, on a lancé 4 POC pour l'instant. On fait des recherches pour avoir un pipeline industriel d'acquisition client. Et sur la prochaine vague de développement de produits, on est en train de chercher des co-constructeurs pour avoir un produit qui sera de nouveau sur mesure. Ensuite, du coup, comment est-ce que vous pouvez nous aider? Il y a 3 choses qui peuvent nous aider concrètement à avancer à partir de maintenant. Donc déjà, si vous connaissez des prospects potentiels, ça nous intéresse énormément parce que parler à des clients, c'est ce qui a le plus de valeur, bien sûr. Donc là, on parle de profils, comme si vous connaissez des gens qui pourraient être directeurs de site, directeurs supply chain, directeurs amélioration continue. C'est des personnes qui ont bien parlé parce qu'elles sont sensibles aux problématiques qu'on adresse. On cherche aussi à parler à des experts, tout dans une logique aussi de compréhension du marché et d'affiner des hypothèses de croissance. Toutes les personnes qui pourraient nous aider à rebondir, à avoir une discussion constructive avec nous, c'est très pertinent. Ça affine notre compréhension, ça affine notre vision, donc c'est toujours très précieux. Et finalement, on cherche 2 recrues à court terme. On va chercher une personne qui serait une UX UI designer. C'est un rôle très important pour faire des produits qui sont vraiment faciles à prendre en main pour utiliser dans les usines. On a vraiment besoin d'une personne qui peut nous accompagner sur ce sujet en stage ou en alternance. Et on va aussi chercher un bras droit pour nous accompagner sur toutes les autres dimensions. Donc, si jamais vous avez des mises en contact à nous faire sur ces 3 types de profils, on en est très preneur. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour la suite? Moi, j'ai une question. Il y a un an, vous avez touché l'autre côté? La partie acheteur? En fait, pour toucher la partie acheteur, ce serait sûrement pertinent. C'est déjà très pertinent dans la vision, mais il va pouvoir prendre en charge l'ensemble des flux qui ont lieu entre un client et un fournisseur dans le monde de l'industrie. Donc, ça fait clairement partie de la vision. Et on a des pistes qui nous font dire qu'il faut peut-être qu'on les traite plus vite qu'on l'imaginait au début. On a récemment eu 3 entreprises qui nous ont fait part du fait qu'Emira, tel qu'il est actuellement, leur semble pertinent pour leur département achat également. Et c'est intéressant parce que pour l'instant, Emira n'est pas pensé pour le département achat. Et pourtant, ça semble résoudre des problématiques qu'ils rencontrent. Donc, on va sûrement devoir prioriser plus le fait de passer côté du département achat. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Merci à tous. Merci beaucoup, Gigi et Katia. Ensuite, je vous présente Thibaut, qui va parler de Hoplit. Non, c'est vous. Voilà. Ok, super. Ok, bonjour à tous et ravi d'être présent parmi vous pour ce nouveau démo day. Donc, Hoplit, nous, on est une entreprise qui a pour but d'aider les industriels tout simplement à atteindre leurs objectifs de production et potentiellement même les augmenter. Comme beaucoup d'entre nous ici, les startups d'OSS, on mêle 2 expertises, une expertise tech dans l'équipe et une expertise sur l'industrie. Et aujourd'hui, déjà, on a eu quelques réussites avec des trophées comme Challenge qui mettait Hoplit comme une des 10 startups où investir en France dans l'industrie, ou alors des sites qui sont vitrine industrie du futur. Sur quoi on s'attelle et quels problèmes on veut chercher à résoudre. Donc, voilà. Tout le monde autour de cette salle et en visio connaît ce chiffre. Voilà. Le manufacturing, c'est un point clé de notre économie, 20% du PIB mondial en 2020. Donc, voilà, tout le monde sait que c'est un très, très gros secteur. Ce que, par contre, tout le monde ne sait pas, tout le monde sait aussi que le manufacturing, le but numéro 1 du manufacturing, c'est de produire des choses. Voilà, c'est simple, une usine, ça sert à prendre une demande client, à transformer de la matière première pour avoir un output, donc produire quelque chose.
Donc ça, c'est la raison d'être d'une usine. Par contre, tout ce qui est organisation de cette production et comment je fais pour produire quelque chose, aujourd'hui, c'est un véritable, on va dire, chaos, toute cette gestion de backlog et ce suivi de la production. Alors que finalement, une usine, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut quelque chose de simple et de transparent pour la gestion de son backlog de production. Et ça, c'est vrai à tous les niveaux. Au niveau du planeur, qui veut avoir une vue très claire sur ses contraintes de production et sur l'impact client associé. C'est vrai aussi au niveau de la personne qui produit, du producteur et des responsables de production, qui veulent une liste très simple des choses à faire pour répondre aux besoins clients. C'est vrai au niveau de la direction, qui veut suivre des objectifs de production simples et anticiper éventuellement des dysfonctionnements. Et c'est vrai au niveau du client, comme c'est une bonne liaison avec Emera, qui veut savoir finalement quand est-ce que son produit sera livré et où est-ce qu'on en est dans la chaîne de prod. Pour répondre à ce besoin de simplicité et de transparence, on s'est engagé dans une folle aventure qui passe en 3 étapes pour apporter vraiment simplicité et transparence aux industriels. Donc, la première étape, c'est apporter de l'efficience finalement à l'organisation de la production. Ensuite, c'est apporter un peu de prédiction et de prédictabilité à ces opérations finalement de production. Voilà, savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quels sont les paramètres clés de production. Et enfin, ça apporter de la transparence end-to-end sur l'organisation de ma prod et son avancement et ses impacts. Aujourd'hui, donc on est dans l'étape d'efficience de la production avec deux modules critiques qui sont la gestion de la planification moyen terme. Donc concrètement, étant donné une demande, comment je fais pour mettre mon usine en ordre de bataille pour répondre à cette demande. Voilà, c'est vraiment du resource management, gérer mes hommes et mes machines en fonction d'une contrainte donnée. Et donc ça, c'est un produit qui est live, qui est présent donc, chez plusieurs industriels en luxe, en automobile, en aéronautique, en agroalimentaire, dans le domaine médical. Et on a attaqué aussi le short-term planning, qui est concrètement comment j'ordonnance les tâches que j'ai à faire. Donc là, on ne joue pas sur mes ressources, mais plutôt sur l'utilisation de ces ressources et ce qu'elles font concrètement. Et aujourd'hui, on est en bêta-test de la première version, donc avec pareil des industriels dans différents secteurs, donc composants électroniques, automobiles, luxe, aéronautique également. Et concrètement, dans cette journée, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Déjà, jusqu'à aujourd'hui, on a fini ce premier module. En août, on avait commencé à faire la user research et on a créé la compagnie, on avait l'entreprise. En septembre dernier, on avait commencé les premiers tests avec des early adopters. On a complété la première version donc en janvier 2021. En avril, on était sur 3 sites de production et on a commencé à réfléchir du coup à ce deuxième module qui est le séquencement des tâches opérateurs. On a lancé la recherche utilisateur en mai. En septembre, on avait déjà 3 clients payants pour construire ce MVP. Et en octobre, on sera sur 10 sites de production, donc sur les 2 modules. Et comment nous aider aujourd'hui? C'est très simple, comment on peut travailler ensemble. On a 3 moyens de travailler ensemble. Le premier, c'est simple, vous pouvez utiliser notre solution de la planification moyen terme pour gérer les ressources de votre entreprise. On peut en échanger, on peut échanger là-dessus, avoir vos retours pour comprendre comment on peut encore l'améliorer. Aujourd'hui, sur ce mid-term planning, on va dire qu'on est sur du design d'intérieur et on a fini le gros œuvre. Vous pouvez nous aider aussi sur le gros œuvre, sur la partie scheduling et le co-construire avec nous. Donc, on a déjà des testeurs, on itère avec eux toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, mais on est heureux d'avoir des avis complémentaires sur ce sujet et voir un peu l'impact qu'on peut avoir et comment on peut améliorer le quotidien de la production et de l'organisation de cette production. Et enfin, dernière chose, vous pouvez investir dans Blitz. On va lancer une levée de fonds très prochainement. Donc, si vous êtes business angel dans le manufacturing ou VC,
c'est un très bon moment pour rentrer en contact. Est-ce que vous avez des questions dans le salle? Merci Thibaut. Ensuite, on va passer à Adrien de Mercatim. Non, c'est avant. Tu l'as passé. C'est là. C'est là. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Parfaitement. Super. Merci à tous. Je vous parle de Station F. On avait un grand rendez-vous avec les Anglais. On a la chance de déployer Mercatim au UK. Alors, pour faire très rapide et pour vous présenter nos avancées depuis le dernier quarter, d'abord, moi, ce que j'aime rappeler, c'est Mercatim, notre objectif, pourquoi on se lève chaque matin, c'est qu'on veut aider les managers et les équipes dans les usines à valoriser les opérateurs, à les organiser et à transmettre le savoir-faire plus facilement. Pourquoi on fait ça? Et je suis désolé, je te dirais, H, de passer des slides à chaque fois. Pourquoi on fait ça? C'est parce que tout le monde parle d'industrie 4.0, des avantages que ça va apporter, des marges, des augmentations de revenus. Mais dans les faits, sur la slide d'après, je rappelle quand même qu'aujourd'hui, vous avez 75% des directeurs d'usines qui craignent un manque de compétences pour répondre aux enjeux de l'industrie 4.0. Dans le même temps, c'est pour ça qu'on est tous là aussi, on a des outils digitaux qui ne répondent pas du tout aux besoins. C'est de l'Excel et du papier qui est partout. Et je rajouterais, j'en parlais pas sur cette slide, mais 68% des industriels, ils ont du mal à recruter. Il y a une vague de départ à la retraite qui est terrible dans tous les secteurs. Et du coup, on se retrouve à un stade où, en fait, vous avez l'industrie 4.0, une nécessité d'augmenter ses compétences. Ça veut dire des machines qui sont toujours plus compliquées, une compétition qui est toujours plus difficile. Et à côté de ça, en fait, on n'a plus de personnes. Et encore, on ne parle pas du fait que recruter des jeunes aujourd'hui dans l'industrie, c'est extrêmement difficile. Donc, du coup, les Excel ne le permettent pas. Et nous, avec Mercatim, on se dit qu'on peut être capable d'aider à notre humble niveau l'usine à maintenir son savoir-faire, maintenir le savoir-faire français et européen pour rester compétitif. Comment on fait ça? Grâce à OSS et au tout début de notre aventure, on a assez vite identifié qu'une des priorités, c'était de transmettre et former facilement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous utilisez les Excel, vous êtes dans une usine, les ressources humaines, on parle avec les managers, qui on forme, c'est quoi notre plan de formation, etc. C'est toujours très compliqué. Avec Mercatim, vous arrivez en un clic, on peut lancer une formation et on a tout son process de formation. J'ai un intérimaire, il sait que d'abord, il va passer en salle, il va passer sur le terrain, valider sa compétence et ensuite être disponible sur le terrain sur un planning. Le deuxième point prioritaire, si on veut aider les industriels, c'est maximiser l'efficience des équipes. Ça passe par un planning qui permet de automatiquement placer les gens sur poste, mais aussi par une gestion documentaire des équipes. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir mettre vos dossiers beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Gagner en agilité, c'était une de nos priorités. Comment faire pour aider le manager à pousser les personnes d'aller à un poste à un autre? Et ça, en fait, c'est assez simple. Avec le planning, on va recommander aux personnes de se dire, OK, on va pouvoir aller sur ce poste-là pour pousser l'agilité. On va pouvoir mettre des objectifs à l'échelle de tout un site. On peut dire, en fait, j'ai besoin de 20% de polyvalence sur cette compétence-là, parce que sinon, en fait, je vais avoir un trou dans la raquette qui pourra coûter la vie de mon usine, de mon entreprise, de mon groupe. Et aujourd'hui, on a été, j'en avais parlé un petit peu, mais ça continue énormément. Mercatim est utilisé pour suivre la polyvalence, la pousser. Et pendant la crise, où il y a des enjeux, il y a un turnover qui est encore plus fort, on se rend compte que nos clients, ça les sauve. Et ça leur a permis, notamment pendant le Covid, de faire 80% de productivité avec 50% de leurs effectifs sur certaines équipes en faisant venir ceux qui étaient les plus polyvalents et qu'ils avaient développé avec Mercatim. Et enfin, alors ça, c'est une philosophie globale chez OSS, c'est on va capturer et maîtriser la donnée. Donc, ça veut dire que concrètement, un opérateur qui travaille depuis 15 ans pour une industrie, pour un groupe, pour une entreprise, on va savoir quel poste il a fait. On va savoir combien de formations il a donné et on va pouvoir le valoriser pour ça et arrêter de se retrouver dans des situations comme je l'ai vu tant en interviewant des opérateurs qui me disaient mon manager est parti, j'ai donné plus de 100 formations, j'ai aidé 50 fois des équipes sur d'autres postes pendant une semaine, 2 semaines, etc. en allocation temporaire. On ne m'a jamais récompensé pour ça et personne ne le sait en fait. Donc nous, avec Mercatim, c'est notre dernier point qui est hyper important. L'avantage, sur la slide d'après, en fait, je voulais juste montrer l'avantage pour les managers et pour un site, au-delà d'un groupe, c'est les gains, ils sont immédiats en fait. On supprime 40 Excel, 30 documents Word, toutes les 100 personnes. On va diviser par 4 le temps de formation. Sur le planning, on a des managers qui gagnent jusqu'à 5 heures par semaine sur leur planning. Et la blague
que je fais souvent parce qu'en fait, on l'a vécu, on le vit tellement, c'est plus 1 heure de sommeil pour les décisionnaires, les directeurs de production et directeurs de site. Parce qu'en fait, si jamais votre manager demain, il ne peut pas venir, votre directeur de production aussi se blesse ou autre, ce qu'on ne souhaite pas, bien évidemment, mais vous avez l'historique de tout le monde. C'est une assurance que s'achète un groupe et une entreprise. C'est une assurance en se disant, je maîtrise mon savoir-faire, je maîtrise mes compétences. J'ai des rappels par mail pour me dire que je vais avoir des trous dans la raquette et je suis capable d'anticiper l'avenir et d'être assuré en cas de problème. Donc, concentrer sur les taux de service, pousser la mobilité, gérer le turnover, les TMS, l'excellence opérationnelle, en se disant qu'on va digitaliser formation, planning, équipe, compétences et habilitation. Le fait d'avoir des gains comme ça immédiats, aujourd'hui, sur la slide d'après, je le rappelais, on est hyper fiers d'avoir 65% de nos partenaires qui viennent de bouche à oreille. On travaille avec des groupes du CAC 40, des boîtes cotées, des boîtes familiales, des PME, et surtout, on est dans 6 ou 7 secteurs différents. Ouais, parfait, c'est en train de charger, je le vois. Et on est dans 6 ou 7 secteurs différents, et je pense que c'est ce qui fait la force de Mercateam, c'est de se dire que, en fait, aujourd'hui, nos clients nous recommandent à chaque fois et qu'on va être capable sur 2022 et même fin d'année d'aller se déployer dans plein d'usines différentes parce qu'aujourd'hui, on a prouvé notre modèle sur des process qui à chaque fois sont complètement différents, des métiers très authentiques comme la maroquinerie, l'aéronautique, l'automobile, le conditionnement dans le luxe, etc. Donc, c'était une grande réussite des 3 derniers mois, c'était d'être répartis sur la plupart des secteurs qu'on peut trouver dans l'industrie. Et si on va sur la dernière slide d'après, je voulais quand même revenir un tout petit peu sur nos accomplissements avec Mercateam. On essaye en ce moment de préparer la fusée. Grâce à OSS, encore une fois, on a mesuré l'usage de l'outil de manière extrêmement précise. On a un tableau de bord qui nous dit ce que les personnes font, où est-ce qu'il y a des frictions. Donc, on va essayer de se concentrer sur améliorer encore le design. On a recruté pas mal de monde, donc on grossit. Je n'ai pas de photos comme les autres, mais on vous en présentera une au prochain quarter. On atteint nos objectifs. Donc, ça, c'est grande fierté aussi de pouvoir avoir un business plan et de s'y tenir. On appelle un peu la touche finale, nous, sur les 3 prochains mois. On va ajouter en dernière fonctionnalité la digitalisation des standards. Concrètement, vous scannez un QR code ou alors vous allez chercher sur Mercateam, sur votre téléphone, un process pour faire un certain produit et on va vous rappeler qu'il faut tant de sucre dans ce produit si c'est dans l'agroalimentaire ou qu'il faut mettre ce degré-là si c'est par exemple dans la conception de boulons. Après, ensuite, on intégrera cette accélération qu'on attend sur 2022. On va essayer de développer ce qu'on a fait là, de partir un petit peu à l'international, mais à choisir un pays, se focus dessus. Et ensuite, pourquoi pas, nous, on veut être spécialisé dans l'industrie, mais commencer à réfléchir à d'autres secteurs comme, je sais pas, par exemple, on a été contacté par l'armée, on a été contacté par des personnes par Air Caraïbes, ce genre de partenaires qui sont des secteurs complètement différents et on veut être sûr que Mercateam répond bien aussi à ce besoin. Donc voilà sur les avancées. Comment nous aider? Je pense qu'on a besoin de structurer un peu l'outil. On a énormément de demandes. Plus on a de clients, plus on a de demandes. Donc, c'est très important de stabiliser le produit, de les classer, de les ordonner des plus importantes et pas se perdre en étant la tête dans le guidon. Donc, c'est nos gros enjeux du moment. Donc, on revient un peu dans une démarche, on a envie de discuter avec des industriels, de présenter où en est Mercateam, mais vraiment sans aucun objectif de vente, mais juste simplement de pouvoir se dire, OK, comment ne pas se perdre et ne pas répondre à toutes les demandes en même temps. Et deuxième point important, être capable de préparer ce départ à l'international, comparer peut-être les pays où les secteurs seront plus intéressants, on identifie les secteurs pertinents pour nous, donc avoir un accompagnement sur ce départ doucement à l'international. Et en 2022, potentiellement une autre levée de fonds pour accompagner cette accélération. Merci à tous. J'espère que c'était clair, que ça n'a pas trop coupé à distance. Et merci infiniment. Merci beaucoup, Adrien. Est-ce que vous avez des questions pour Mercateam dans le salle ou même en ligne? J'ai plus une question qui était un peu générale, mais ça tombe sur toi, désolé Adrien. C'est sur l'acceptation du cloud, la demande des clouds français, etc. On a vu des annonces sur le cloud souverain. Est-ce qu'en fait, ils s'en foutent, les industriels, ou est-ce que dans la vraie vie, c'est des discussions? Enfin, c'est quoi la position des industriels par rapport à ça? Tu parles bien de l'hébergement, hein? Ouais. Ouais.
il y a une espèce de maturité qui est en train de se faire dans tous les sites. J'ai l'impression qu'en fait, aujourd'hui, ça devient assez classique. Dès que tu as quelqu'un inévitablement d'un peu jeune aussi, qui a été habitué de bosser sur le cloud, etc., il vient, ça lui semble assez logique. Donc, moi, je trouve ça extrêmement positif. Probablement aussi que là, le Covid a énormément aidé. Et donc là, on a une accélération qui est juste gigantesque, en fait. Hein. L'envie de digitaliser, de mettre en cloud et en extérieur les différents softwares. Donc, je pense que ça bouge vite et l'acceptation, pour répondre à ta question, est juste énorme. Hein. Okay. Ouais, super, merci beaucoup, Adrien. Ouais. Merci à beaucoup. vous. On arrive à la fin de notre démo day. Ouais. Donc, il faut jurer. Si vous voulez contacter chaque startup, leurs boîtes mail ils sont là avec l'entreprise. Et puis on est en replay. Et puis je vais vous balancer les slides juste après l'événement. Merci beaucoup en tout cas. Merci à tous. À tous qui est présent en ligne et digital. Au revoir.